Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un focus sur le Pacte Dutreil. Quelle évolution de la stratégie liée au Pacte Dutreil en lien avec les évolutions liées à la loi de finances 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management. Alors, la loi de finances 2026 a posé un certain nombre d'évolutions du Pacte Dutreil quand on parle de transmission d'entreprise ou plus spécifiquement de préparation de la transmission d'entreprise, puisque c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Avant de nous parler de l'évolution de la stratégie, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes du dispositif du Pacte Dutreil, Aurélie ? Alors le Pacte Dutreil, c'est un dispositif fiscal qui vise à favoriser les transmissions d'entreprises, comme vous venez de l'indiquer, soit du vivant, par donation, ou bien par succession, donc par décès. Bien sûr. Puisque si un certain nombre de conditions sont réunies, seul le quart de la valeur de la société, on parle généralement de société, même si ça concerne aussi les entreprises individuelles, seul le quart de la valeur de la société sera soumis au droit de succession ou au droit de donation. Donc ça veut dire qu'on a une exonération d'assiette de 75%. D'accord. Et par ailleurs, quand une personne donne une entreprise en pleine propriété à moins de 70 ans, on a une réduction complémentaire de droit de donation de 50% qui s'applique. C'est donc effectivement un dispositif très favorable. Bon, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple dans la réalité, puisque avec ces avantages fiscaux, il y a des conditions à respecter pour rester dans les clous du Pacte Dutreil. Exactement. Il y a un certain nombre de conditions qui sont contraignantes, qui sont complexes à appliquer, et qui sont bien évidemment la contrepartie de cet avantage fiscal. En substance, il y a 3 principales conditions à respecter pour le Pacte Dutreil. La première, c'est le respect d'engagements de conservation pendant une certaine durée, et c'est ça qui vient d'être notamment modifié par la loi de finances, de conserver donc une fraction du capital de la société transmise. Désormais, ceux qui ont récupéré la société. Exactement. Alors oui, et puis même en amont de la transmission. D'accord. Cet engagement maintenant global, il est d'une durée donc globale de 8 années. Alors que jusqu'à présent, il était de 6 ans. D'accord. Cela veut donc dire que si l'on cède la société transmise pendant ce délai et qu'on rompt donc les engagements de conservation, on doit régulariser et payer les droits qui n'ont pas été payés au départ sur ces 75% qui ont été écartés, plus des intérêts de retard. D'accord. La seconde condition, c'est le respect de l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société pendant un certain délai. Ça n'a pas été touché par la loi de finances. J'hérite d'une société ou je récupère une société dont je prends la direction. Alors, pas nécessairement. Le donataire, dans la version classique du Pacte Dutreil, n'est pas nécessairement tenu de respecter une fonction de direction. Ça serait le cas si on l'aborde aujourd'hui dans la version réputée acquis du Pacte Dutreil, qui est autre chose, qui est une autre version. Mais sinon, c'est pas forcément le cas. Et le dernier aspect, c'est l'exercice, et ça c'est très important, par la société qui est transmise, qui fait l'objet de l'engagement, d'une activité éligible, de façon prépondérante, donc une activité opérationnelle, généralement industrielle ou commerciale. On assimile aussi à cela les sociétés holding animatrices de groupe. Alors, cette condition n'a pas été directement touchée par la loi de finances pour 2026, si ce n'est que dans la mesure où elle doit être observée et respectée de façon continue pendant la durée des engagements de conservation, mécaniquement, le fait d'augmenter la durée de ceux-ci impliquera que cette condition devra être respectée sur une durée plus longue. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect de la loi de finances pour 2026, c'est que désormais, la loi centre le bénéfice de l'exonération de 75% uniquement sur les actifs qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Bien sûr. Voilà. Sauf si on peut démontrer que certains actifs, dits somptuaires, ils sont affectés. Ça veut dire qu'un bien immobilier qui constituerait les locaux d'entreprise, ça passe. Si c'est un bien acquis par la société, c'est plus compliqué, c'est ça ? Voilà, si ça n'a pas de lien et si c'est pas affecté à l'exercice de la société. Avant de revenir sur l'engagement de conservation, pour bien comprendre ce sujet de fonction de direction qui n'a pas évolué, donc si c'est pas la personne qui reçoit, c'est la personne qui transmet l'entreprise qui doit avoir des fonctions de direction. Voilà, exactement. Ouais. Et notamment la personne qui prend l'engagement qu'on appelle collectif de conserver les titres. Si on regarde l'engagement de conservation, donc la durée est allongée par la loi de finances 2026. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ans supplémentaires dans un Pacte Dutreil ?
Pour bien comprendre, donc dans la version classique du pacte Dutreil, le dispositif et cette exonération de 75% repose en fait sur l'enchaînement de 2 engagements de conservation. Il y a un premier engagement préalable d'une durée de 2 ans, qui peut être collectif ou unilatéral. Et il est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que il est la phase préparatoire en fait à la transmission. Il doit être en cours au moment où la transmission s'opère et il doit être nécessairement mené jusqu'à son terme. Donc on ne peut pas le raccourcir. Et à l'issue de ce délai, évidemment, si la transmission par donation ou si un décès a eu lieu, eh bien, va s'ouvrir une seconde période, la phase de l'engagement individuel, qui, elle, vient d'être portée de 4 à 6 ans par la loi de finances pour 2026, ce qui fait que, globalement, on a une durée de conservation de 8 ans, de 2 ans, donc plus 6 ans, 8 ans, alors qu'auparavant, on était sur 2 plus 4, c'est-à-dire une durée globale de 6 années. D'accord. Et il n'existe aucun moyen de réduire les délais de conservation? Vous nous parliez tout à l'heure du pacte Dutreil réputé acquis. Alors, effectivement, à côté de cette version classique du pacte Dutreil, avec ses 2 plus désormais 6, on a depuis une vingtaine d'années une version, je dirais, allégée, le pacte Dutreil réputé acquis, dans lequel, parce que certaines conditions vont être supposées remplies, on va être dispensé de cette phase des 2 années pour rentrer directement dans la phase de l'engagement individuel. D'accord. Donc, comme auparavant, en fait, ça a toujours été une version raccourcie, mais pour autant, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'engagement individuel aussi dans le pacte réputé acquis vient d'être porté à 6 ans. Oui, d'accord, c'est juste la partie des 2 ans préliminaires. Donc, en soi, ça ne change pas. On a vraiment aussi un alignement. Et j'ajouterais que ce pacte réputé acquis, comme on l'indiquait tout à l'heure, ça ne convient pas à toutes les situations. On ne peut pas le présenter comme une solution générale, de sorte qu'en pratique, c'est peut-être toujours bien d'examiner vraiment l'opportunité de mettre en place l'engagement de conservation de 2 ans, etc., dans une stratégie classique. Pour celles et ceux qui nous écoutent, avant de regarder effectivement un peu plus en détail ce nouveau délai de 8 ans au global, quelle différence entre un pacte Dutreil classique et un pacte Dutreil réputé acquis pour celles et ceux qui veulent transmettre une entreprise? C'est justement le fait d'être dispensé de cette phase de 2 ans et de tout de suite basculer dans la phase des engagements individuels. Mais dans la phase dans le dispositif Dutreil réputé acquis, en fait, il faudra que l'un des bénéficiaires de la transmission, donataire ou héritier, exerce la fonction de direction. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je disais que c'est pas une solution qui convient à toutes les situations. Si je caricature, ça veut dire qu'on vient démontrer qu'en fait, on a déjà commencé à anticiper la transmission, même si on n'est pas rentré réellement dans un pacte Dutreil. C'est un peu ça. Et il faut vraiment, que parmi les bénéficiaires, on trouve vraiment celui qui dirigera la société, qui exercera cette fonction de direction. Si je reviens sur ce délai de 8 ans, donc c'est une évolution de la loi de finances 2026. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 2026, c'est le délai de 8 ans qui s'applique pour tous les nouveaux pactes Dutreil? Alors, précisément, en fait, ce nouveau dispositif et le fait que l'on ait cet engagement individuel qui soit porté de 4 à 6 ans, ce qui fait donc une durée globale de 8 années désormais, ça s'applique aux transmissions qui sont intervenues à compter du 21 février 2026, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. Cela veut donc dire concrètement, puisque c'est la transmission effective qui importe, que les personnes qui seraient déjà engagées dans la phase des 2 années, mais qui n'auraient pas encore transmis à la date du 21 février 2026, seront, si elles transmettent dès aujourd'hui, dans ce nouveau délai de 6 ans, donc une durée globale de 8 ans. Oui, bien sûr. Alors que les personnes, en fait, qui ont déjà transmis par donation ou parce que malheureusement un décès est intervenu, devraient être tenues par l'ancien délai de 4 années pour la période de l'engagement individuel, quand bien même les engagements de conservation seraient toujours en cours et ne seraient pas encore venus à leur terme. Mais bon, sur ce point-là, on verra si l'administration et comment elle commente ce dispositif. Non, mais c'est important de se dire, si on a entamé effectivement les démarches du pacte Dutreil en 2025, mais qu'on est dans la phase des 2 ans avant transmission, on est concerné par cette évolution. Exactement. C'est ce qu'il faut garder en tête. Un mot d'une autre évolution qui vient de cette loi de finances 2026, l'exclusion de certains actifs de la société pour justement conserver cette exonération de 75%. Est-ce que ça change
beaucoup la stratégie. Alors oui, maintenant, il va falloir être encore plus vigilant. En fait, ce que le législateur a voulu contourner, a voulu surtout, c'est limiter le bénéfice de cet avantage fiscal important, en fait, aux seuls actifs détenus par la société qui sont affectés à l'exercice de son activité. C'est-à-dire que si je prends un cas concret, le cas le plus simple, hein, je mets de côté le cas des sociétés interposées avec des holdings passives, etc., d'une personne qui détient une société opérationnelle qui exerce une activité industrielle. Jusqu'à présent, quand elle transmettait en fait cette société sous le bénéfice du dispositif Dutreil, l'exonération de 75% était susceptible de s'appliquer à l'intégralité de la valeur de la société. D'accord. C'est-à-dire qu'on faisait on faisait pas le tri en fait selon les actifs qui étaient inscrits à l'actif de son bilan. Désormais, les choses ont changé et la loi énumère un certain nombre d'actifs considérés comme somptuaires, mais aussi les immeubles et les résidences, qui par principe ne pourront plus bénéficier de cette exonération. D'accord. L'exception, c'est si effectivement ils ont été affectés pendant les 3 ans précédant la transmission de façon exclusive à l'exercice de l'activité professionnelle, opérationnelle, et cela de façon continue, ou depuis leur acquisition, et si, en fait, cette affectation exclusive est maintenue jusqu'à la fin de l'engagement individuel, donc allongé, ou jusqu'à leur cession. Donc, désormais, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées, mais c'est une mesure, en fait, en quelque sorte anti-abus. Est-ce qu'il y a des actifs qui ne font pas partie de cette liste, mais sur lesquels il faut quand même être vigilant à l'avenir ? Il faut rester vigilant sur, effectivement, des actifs. Donc, cette liste, comme vous le soulignez, en fait... J'imagine qu'il y a des bateaux dans cette liste. On en a beaucoup parlé sur les holdings. Effectivement. Cette liste, elle comprend, je ne l'ai pas dit, les bateaux, les avions, les véhicules de tourisme, les biens qui sont affectés à l'exercice de la chasse, de la pêche, les bijoux, les métaux précieux, les objets d'art de collection, etc., et les immeubles et les résidences. Donc, si on est en présence, par exemple, de liquidités ou de valeurs mobilières de placement, ce qui peut arriver, a priori, on n'est pas concerné par cette exclusion. Mais il faut rester vigilant et en tout cas, il ne faut pas que l'importance de ces actifs-là fasse basculer l'activité de la société dans une activité qui ne serait plus éligible. Il faut vraiment que la société reste de façon prépondérante éligible, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour conclure, en tant qu'experte de ces sujets de transmission d'entreprise, cette évolution du pacte Dutreil, ça va dans le bon sens, ça complexifie le sujet, ça le simplifie ça complexifie évidemment les choses. Je dirais qu'encore plus qu'avant, il faut anticiper ces sujets de transmission, se poser et y réfléchir, forcément, parce que 8 ans, c'est quand même pas rien. Donc, surtout si on a un projet de cession de l'entreprise, de vente à moyen long terme. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, le fait que désormais, il va falloir faire le tri dans les actifs de la société. Si elle en possède, ça rajoute de la complexité. Et de la préparation avant le pacte Dutreil. Exactement, pour être vraiment conforme aux dispositions au moment où ça s'enclenche. Le deuxième point d'attention, ça serait qu'il faudra être de plus en plus rigoureux, assurer un contrôle et un suivi très régulier, très rigoureux, en fait, que toutes ces conditions du pacte Dutreil sont réunies, parce qu'on doit les observer de façon continue pour certaines depuis la signature de l'engagement de 2 ans, et donc jusqu'à la fin, donc pendant cette durée de 8 ans. Donc c'est très important. Et puis, dernière chose, je dirais que il ne faut pas oublier que le pacte Dutreil, comme je le disais, c'est un dispositif fiscal. Il ne faut pas occulter non plus toute la dimension juridique attachée à la transmission. Bien sûr. Et des questions aussi fondamentales que combien donne-t-on ? Quelle proportion du capital on donne en fonction de la situation de chacun. Comment donne-t-on ? Est-ce qu'on donne en pleine propriété ? Ou bien est-ce qu'on donne en nue propriété avec réserve d'usufruit ? Ou on fait un mélange des deux ? Quelles conditions on va insérer dans la donation ? Enfin, bref, toutes les questions classiques. De manière plus globale. Exactement. Merci beaucoup Aurélie Alamijon de nous avoir accompagnés dans Smart Merci Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.